Great. Welcome, everybody. My Bonjour, name is bienvenue. Je m'appelle Divya Mathieu et je suis la directrice de la politique et du plaidoyer auprès de Women Deliver. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre discussion au sujet du planning familial dans un contexte de crise humanitaire, renforcer la résilience des femmes et des filles. J'aimerais remercier notre hôte FP 2030 ainsi que les institutions représentées, le Centre asiatique de recherche pour les femmes ARO, le gouvernement de Burkina Faso, le FDCO du Royaume-Uni, le Fonds de population des Nations unies, UNFPA. Avant de commencer, je voulais vous communiquer quelques détails logistiques. Ce webinaire est enregistré. Nous aurons de l'interprétation simultanée en français, anglais et espagnol. Donc, veuillez sélectionner votre langue préférée en cliquant sur l'icône du globe en bas de votre écran Zoom. Nous encourageons les questions de notre auditoire. Vous pouvez taper vos questions dans le chat ou dans la boîte Q&A. Et nous vous demandons également de vous engager de manière respectueuse pour que tout le monde puisse avoir une bonne interaction en ligne aujourd'hui. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez nous contacter. Sophia et Omni vont mettre leurs emails dans le chat et vous pouvez les contacter si vous avez des problèmes techniques. Cette conférence est en marge de la conférence 66e conférence, le plus grand rassemblement sur l'équité entre les sexes. Et cette conférence est axée sur l'autonomisation des femmes et des filles et l'équité du genre. Et l'objectif de cette séance, c'est de pouvoir profiter de cette conférence pour avancer le dialogue sur le changement climatique, l'égalité entre les sexes et la santé et les droits reproductifs et de santé sexuelle, y compris le planning familial. Nous allons aussi partager la nouvelle stratégie de réponse en cas d'urgence de FP 2030 et nous allons travailler ou parler avec les représentants des organisations qui travaillent dans ces domaines pour renforcer les engagements de FP 2030 et pour protéger les droits à la santé sexuelle et reproductive, y compris le planning familial, surtout en contexte de crise comme les catastrophes climatiques, mais aussi les crises comme la pandémie COVID-19. Pendant la première partie de cette conférence, nous aurons un discours d'ouverture de Mereseni Rakuita, président du conseil d'administration de FP 2030. Ensuite, on aura un débat d'experts et questions-réponses. Et ensuite, nous allons présenter la nouvelle stratégie de préparation et de réponse aux urgences de FP 23. Et ensuite, on aura des remarques de clôture de Chris Carter de FCDO. Maintenant, j'aimerais inviter Mereseni Raikuta, présidente du conseil d'administration de FP 2030, pour présenter son discours d'ouverture. Merci, Divya. Bonjour, bonsoir et bon midi et bon après-soir. Bonsoir. Comme Diva l'a dit, je suis Mereseni Raikuta, responsable de Pacific Women Lead et présidente du conseil d'administration de FP 2030. En tant que citoyenne d'une nation insulaire du Pacifique, je suis parfaitement consciente des dangers que le changement climatique fait peser sur les nations et les communautés. Je sais aussi que les femmes, notamment, qu'elles soient agricultrices ou pêcheuses, qu'elles soient déscolarisées ou qu'elles nourrissent leur famille, sont confrontées à des impacts particuliers du changement climatique et des catastrophes naturelles qui doivent être prises en compte dans toute solution climatique et tout plan d'urgence. Trop souvent, cependant, ces impacts sont négligés lors de l'élaboration des plans nationaux d'urgence. Plus de 54 millions de femmes et de filles sont actuellement déplacées et vivent dans des contextes humanitaires. Aujourd'hui encore, on estime que 3 millions de personnes ont fui leur foyer en Ukraine. Et quand les effets du changement climatique mondial et des catastrophes météorologiques qui en découlent augmentent en intensité, le nombre de personnes déplacées ne fera qu'augmenter. Qu'elles soient en Pologne ou au Mozambique, les personnes déplacées doivent avoir accès aux soins de santé et qu'elles soient dans les régions des îles avec les menaces
liés au changement climatique, ils ont besoin d'accès aux soins de santé, y compris le planning familial. En 2017, FP 2030 a reconnu que pour de nombreux pays, les engagements visant à accroître le recours à la planification familiale pourraient être facilement perturbés face à une crise humanitaire s'ils n'étaient pas inclus dans les plans nationaux d'urgence. Depuis lors, nous avons travaillé avec les gouvernements pour inclure la préparation aux urgences dans leurs engagements FP 2020. Bien que 71 des pays ciblés par le FP 2020 soient exposés à un risque élevé de catastrophe humanitaire, seuls 23 des engagements du FP 2020 comprennent des éléments centrés sur la préparation et la réponse aux situations d'urgence. Et aujourd'hui, dans le cadre du FP 2030, nous sommes heureux de constater que plus de la moitié des engagements pris dans le cadre de ce partenariat renouvelé comportent de tels éléments. Mais s'engager à agir n'est qu'un début. Il faut continuer à travailler en partenariat avec les jeunes qui peuvent être plus exposés aux violences sexuelles et au mariage précoce dans une crise humanitaire et qui ont davantage besoin de planification familiale, mais qui risquent doublement d'être mis à l'écart de leurs soins car ils sont à la fois jeunes et dépassés de chez eux. Les conversations que nous avons aujourd'hui et lors de la réunion de la commission de cette année ne doivent pas être les dernières. Tout d'abord, nous entendrons plusieurs personnes travaillant à l'intersection du planning familial et du changement climatique. Et puis, nous allons partager pour la première fois la nouvelle stratégie FP 2030 de préparation et de réponse aux urgences qui détaillera comment le réseau mondial de soutien FP 2030 va poursuivre son travail dans cet espace. Ce travail est plus important que jamais alors que nous assistons à des catastrophes météorologiques de plus en plus graves dans le monde, que le monde peine à s'en sortir de la pandémie mondiale et que les conflits politiques continuent à s'intensifier dans de nombreuses régions du monde. Merci de vous joindre à nous dans cette conversation et maintenant, c'est parti. Merci, Madame Rakita, pour ces propos d'ouverture et merci de votre leadership avec FP 2030 pour faire en sorte que ces engagements pris prennent en compte également les plans d'urgence. Votre appel à l'action est très clair. Ces engagements ne sont que le début. Ce qui est important, c'est la mise en œuvre et la redevabilité, surtout de la part de la société civile, et qu'il faut continuer à travailler en partenariat avec les jeunes dans les crises humanitaires qui risquent d'être mis à l'écart de leurs soins parce qu'ils sont à la fois jeunes et dépassés de chez eux, comme vous l'avez bien dit. Maintenant, j'aimerais lancer notre débat d'experts et pour vous donner le contexte, le rôle de la santé sexuelle et reproductive et l'action climatique n'est pas aussi souligné malgré les preuves qui existent et trop souvent on ignore ce sujet car on examine les stratégies d'atténuation des catastrophes climatiques sans prendre en compte le planning familial ou la santé reproductive et santé. Selon une analyse des contributions nationales déterminées, nous avons constaté que seulement 65 de ces contributions nationales ont trait à la santé reproductive et sexuelle et aussi l'Institut national pour le développement durable 2021, son analyse des plans d'adaptation nationaux, on a constaté que très peu de ces plans prenaient en compte la santé sexuelle et reproductive, la SSR. Mais dans le cadre de cette conversation, il faut aussi être axé sur une approche humanitaire et de justice. Et un exemple, c'est que la coalition de la justice climatique et de la santé sexuelle et reproductive, une coalition de plus de 60 organisations de société civile travaillant dans les domaines des droits des femmes, la justice et le changement climatique. Donc, un groupe qui coordonne les actions pour promouvoir l'égalité entre les sexes et en matière de santé sexuelle et reproductive en lien avec le changement climatique. On a discuté de ces questions lors de COP26 et maintenant nous voyons également qu'il y a de plus en plus de plateformes de débat. On a évoqué différents aspects qu'il s'agisse du leadership des femmes dans ces domaines, la démocratie et les implications intergénérationnelles.
Nous avons également fait référence à la SSR dans le premier brouillon de cette déclaration politique. Donc, comment garder cet élan et maximiser les progrès envers COP27 et de FP 2030? Nous avons un panel distingué de représentants des organisations de femmes, des organisations multilatérales et gouvernementales qui vont discuter de ce sujet. Pour avoir plus de détails, vous pouvez consulter le site web de FP 2030, mais pour les présenter rapidement, on a Bipati Sheshra, directrice de programme à Asie-Pacifique Ressources et Research Center. On a Dr. Euphrasie Adjamini, coordinatrice du programme de santé sexuelle et reproductive en Burkina Faso, et Dr. Gifty Adiko, chef de service de la sécurité des produits, division technique auprès de l'UNFPA. Je vais donc donner la parole à notre panel d'experts. Donc, Bipalpo, en tant que quelqu'un qui a travaillé à l'intersection de la santé sexuelle et reproductive et changement climatique depuis des années en faisant de plaidoyer et renforcement des capacités. Donc, selon votre perspective en Asie, quelles sont les façons dont le changement climatique a perturbé l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive? Merci, Divya. Tout d'abord, c'est un honneur de faire partie de ce panel. Je vais commencer en disant quelque chose qui est évident, c'est-à-dire le changement climatique est un problème transversal, mais qui n'est pas reflété dans les plans d'urgence nationaux. Et c'est donc, ça a été une négociation difficile d'inclure la santé sexuelle et reproductive dans ces plans. Mais l'égalité des soins d'accès pour les femmes et les filles est un sujet important. La participation des femmes peut être compromise et les femmes ne peuvent pas totalement participer dans ces négociations des engagements et les femmes et les filles ne jouissent pas de leurs droits tout entiers dans beaucoup de parties du monde, Et ceci est reflété dans l'accès des femmes et des filles aux services de santé reproductive et sexuelle. Et c'est vraiment le groupe le plus marginalisé. Et c'est encore pire dans une région comme l'Asie qui est vraiment confrontée par des impacts des catastrophes naturelles et climatiques. Dans le rapport de 2030 de 2022 qui a été publié, on souligne le lien avec la pauvreté, les difficultés en matière de gouvernance, accès aux ressources, avec des niveaux très élevés de la sensibilité au changement et au choc climatique par rapport à l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive. On a mené des études dans plusieurs pays. Et ce que nous avons constaté, c'est que lorsque les infrastructures vitales sont perturbées par des catastrophes naturelles comme des glissements de terre et des inondations, il y a aussi une perturbation quant à l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, SSR. Et surtout les besoins, les services essentiels comme les contraceptifs. Et ces services ne sont pas prioritisés dans les plans d'urgence. Et pour les femmes et les filles qui sont déplacées dans ces contextes, le manque d'accès à ces services peut aggraver davantage leur situation. Les effets du changement climatique sont également perçus au niveau du mariage précoce et forcé. Lorsque les filles sont déplacées, elles sont plus menacées par ces risques. Et nous avons observé cela même dans les pays où le mariage précoce est prohibé. Et nous voyons également d'autres problèmes liés à la maternité, à l'accouchement et aussi les problèmes économiques des pays que les familles pourraient rencontrer vont aussi avoir un impact sur les filles qui ne peuvent plus aller à l'école, qui doivent travailler pour subvenir aux besoins de la famille, ce qui a aussi un impact
encore plus grave sur l'accès aux services de santé reproductive et sexuelle. Donc, selon les études, nous voyons que le changement climatique a un impact sur une augmentation de la violence sexuelle à l'égard des femmes et des filles. Et nous avons constaté que le paysage politique et la réduction de services est un lien très étroit et nous essayons de mettre en place des actions basées ou axées sur le genre. Et souvent, on oublie ces aspects du genre et de la violence sexuelle dans ces plans d'urgence. Donc, en conclusion, je dirais simplement que c'est dans les inégalités qui sont aggravées dans ces contextes et de changement climatique, car la SSR, dans beaucoup de contextes, a été problématique même avant d'avoir des catastrophes naturelles. Merci. Merci. Vous avez parlé de différents aspects et comment le changement climatique peut perturber l'égalité du genre et l'équité, les droits et la justice et les services de santé reproductive et sexuelle, mais aussi d'autres effets secondaires comme le mariage précoce, réduction de l'accès aux contraceptifs et d'autres services et aussi même la violence sexuelle. Merci d'avoir parlé de ces aspects. Maintenant, on aimerait aussi parler de la causalité. Dr. Gifty, qui travaille au service de santé reproductive et sexuelle de l'UNFPA, qui travaille avec d'autres gouvernements et des partenaires pour modifier et adapter les plans de réponse et pour que ces plans soient plus axés sur les femmes et les filles. Est-ce que vous pourrez peut-être parler des avantages d'intégrer davantage la santé sexuelle et reproductive dans le cadre de ces plans d'urgence? Merci. Merci de m'avoir invité à participer dans cette discussion. J'aimerais nous encourager de penser non seulement aux avantages de l'action, mais aussi aux conséquences de l'inaction, du manque d'action. Nous croyons tous que les femmes et les filles doivent avoir une autonomie totale et devraient pouvoir jouir totalement de leurs droits, mais nous savons aussi que pour les femmes et les filles, le fait d'avoir accès aux services SSR est essentiel aussi pour vraiment vivre leur vie et mener leur vie en toute équité. Dans beaucoup de cas, elles sont plongées dans la pauvreté, déplacées de chez elles ou elles sont victimes de la violence sexiste et ont un accès limité aux soins de services, y compris soins de santé sexuelle et reproductive. Ce n'est pas uniquement les femmes, mais aussi les filles et les enfants. Et ces catastrophes climatiques détruisent les familles et si on ne fait tout ce qu'on peut, imaginez qu'on aura toute une génération de filles qui ne vont jamais savoir ce que ça veut dire de pouvoir aller à l'école, de poursuivre une carrière et de poursuivre leurs rêves. Donc, il faut prendre des actions décisives pour faire en sorte que les femmes et les filles qui vivent dans les zones affectées par la crise climatique puissent continuer à avoir accès aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris le planning familial. Si on réussit à faire cela, on va autonomiser les femmes et les filles, qu'elles soient plus résilientes et elles vont pouvoir s'adapter aux impacts de ces changements climatiques. Elles seront mieux équipées pour s'adapter. Donc, ces actions doivent être inclusives et prendre en compte les droits des femmes et des filles. Et on doit mettre la priorité sur les besoins des femmes pour pouvoir être résilients vis-à-vis des chocs climatiques. Les engagements nationaux doivent être réactifs et inclusifs et prendre en compte la violence sexuelle et aussi les services de santé reproductive et sexuelle avec des budgets pour appuyer la mise en œuvre de ces plans. Finalement, on doit investir davantage dans les données nationales qui vont appuyer les preuves qui démontrent les impacts du changement climatique sur la santé sexuelle et reproductive. Dans la nouvelle stratégie de UNFPA pour 2022-2023,
nous avons mis l'accent sur le changement climatique et nous avons une approche multiple pour renforcer la résilience vis-à-vis du changement climatique, y compris l'intégration de la résilience et la prévention et la préparation et de mettre dans les plans de riposte et aussi de mettre l'accent sur une action précoce pour appuyer les adaptations, les mesures d'adaptation aux crises climatiques, y compris des crises comme la pandémie COVID-19, l'Afghanistan, l'Ukraine, l'Érythrée et d'autres pays qui sont dans des crises compliquées et dans des situations de conflit où on doit vraiment mettre l'accent sur les besoins des femmes et des filles. Mesdames et messieurs, il faut il faut se donner le défi de poursuivre ces actions et de maintenir les investissements pour accroître la résilience des femmes et pour réduire les vulnérabilités. C'est un accélérateur qui va nous permettre de renforcer aussi la résilience au niveau des communautés et de pouvoir s'adapter au changement climatique. Lorsque tout cela est intégré dans une plateforme inclusive et holistique et qui prenne en compte également la santé sexuelle et reproductive, les pays qui sont concernés, touchés par les crises climatiques vont être encore plus résilients et surtout les femmes et les filles qui sont souvent les plus grandes victimes. Merci encore une fois pour cette occasion. Merci, Dr. Adiko. J'ai bien apprécié ce que vous avez dit, qu'il faut parler non seulement des avantages des actions, mais aussi les conséquences d'un manque d'action. Et merci d'avoir proposé différentes suggestions comme l'intégration de SSR dans les stratégies ou les plans de réponse ou d'appuyer davantage la recherche et votre approche basée sur la proposition de la valeur. Maintenant, j'aimerais donner la parole à notre prochain expert lorsqu'il s'agit de la planification et de l'élaboration des plans et des stratégies nationales. Comme on a dit dans les propos dans l'allocution d'ouverture, nous voulons renforcer les capacités de nos partenaires pour pouvoir réagir pour travailler dans ces contextes de crise humanitaire. Et l'un de nos partenaires, c'est le docteur Adjami du Burkina. Et j'aimerais vous demander de parler de vos engagements de FP 2030, y compris le planning familial, l'accès aux services de santé reproductive sexuelle, que ça soit plus accessible aux populations affectées par les crises humanitaires. Comment est-ce que le Burkina Faso va réagir davantage dans le cadre de ces engagements FP 2030? Merci beaucoup, Divya. Bonjour à tout le monde. Effectivement, comme tout le monde, le Burkina Faso, le système de santé du Burkina Faso est confronté à plusieurs crises. Ce sont vraiment des crises sécuritaires liées aux conflits communautaires, des crises, des catastrophes naturelles qui entraînent donc des déplacements de population qui nécessitent bien sûr une action concertée pour maintenir les acquis en matière de santé sexuelle et reproductive, en matière de planification familiale. Et il faut dire donc que pour ce faire, cette crise sévère sécuritaire a eu des conséquences, notamment la fermeture de certaines formations sanitaires, jusqu'à 2% des formations sanitaires environ, également un grand nombre de personnes déplacées internes, plus de 1,5 million de personnes déplacées internes, dont plus de 52% des femmes. C'est dire donc l'intérêt qu'il faut porter à ces questions-là, qui vont nous permettre bien sûr de développer des stratégies pour faire face en réponse à ces crises humanitaires. Les principales stratégies, c'est d'abord une évaluation de base des unités de soins intégrées dans les zones à nouvelle concentration humaine. Il faudra bien sûr affecter du personnel qualifié dans ces zones à concentration humaine, doter ces unités-là de matériel médico-technique, des intrants en soins de santé sexuelle et reproductive pour la prise en charge gratuite de ces personnes déplacées internes-là, y compris du matériel roulant pour les stratégies avancées. Il y a également comme stratégie la délégation des tâches au niveau des différentes formations sanitaires et également
Au niveau communautaire, ça c'est très important pour toucher les personnes vulnérables, notamment les adolescents, les jeunes, les personnes handicapées. Et il faut également donc recruter des agents de santé à base communautaire, comme nous les appelons dans notre pays, qui vont permettre vraiment la délégation de tâches de toucher vraiment toutes ces personnes déplacées-là, de renforcer les structures de soins au niveau de ces centres d'unités de soins intégrés. Bien sûr, il y a la mise en place de plans d'urgence pour la préparation, la réponse et la résilience. Il y a les stratégies mobiles et avancées qui vont nous permettre de créer des postes de santé avancés sur les sites de concentration humaine, comme on ne cesse de dire, ces déplacements énormes de personnes entraînent des concentrations au niveau de ces sites. Il faut vraiment que la santé, que les soins aillent vers ces populations vulnérables. Il y a bien sûr des stratégies de communication pour le changement social et de comportement, pour un meilleur accès des services de santé de la reproduction et pour vraiment défendre les droits de la santé sexuelle et reproductive. Je vous remercie. Merci. Alors, vous avez vraiment parlé d'une approche holistique. Donc, vous avez parlé d'évaluation de base, des évaluations des situations de personnes déplacées, la mobilisation donc de solutions rapides. Avant de passer à la prochaine ronde, il y aura une période de questions-réponses. Veuillez mettre vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre plus tard. Maintenant, j'aimerais faire une ronde avec le panel. Voici certaines des leçons tirées. Quelles pourraient être des actions à l'intersection des droits sexuels et de reproduction, le climat et la préparation pour les urgences qui auraient lieu donc, dans les 5 ans à venir? Nous allons commencer avec le Dr Adigo. Merci, Julia. Étant donné les projections que le changement climatique doublera les besoins matériaux par 2030 et les effets dévastateurs sur les filles, les femmes, on ne peut pas vraiment laisser pour compte ces aspects. Ils doivent être centraux à nos politiques. Nous sommes focalisés sur la protection et la promotion des droits des femmes et des filles, des adolescents, des jeunes, comme agents du changement. Et nous voyons cela comme partie nécessaire pour réaliser les droits de reproduction et les objectifs de l'UNFPA pour mettre fin à ces pratiques endommageantes et à la mortalité maternelle. Nous pouvons nous occuper de ces problèmes de 3 façons importantes. Il faut premièrement des données désagrégées sur la santé, les femmes, le genre, pour réaliser des évaluations et prendre des actions. Deuxièmement, il faut vraiment prendre une approche transversale, engager tous les secteurs pour relever ces défis et puis établir des programmes qui soient axés sur les droits, la propriété de communauté et conçus pour vraiment répondre à ces différents défis. Ces interventions doivent être englobées dans les plans de contingence et de réduction des urgences pour qu'on puisse protéger et soutenir tous ces droits quand la crise nous frappera. Il faut donc que nous ayons tous ces blocs donc, pour être résilients, pour être préparés pour les urgences climatiques. Puis, il faut mettre en œuvre le paquet de services minimaux en tant qu'intervention qui sauve des vies. Nous faisons aussi un travail avec la communauté de développement de l'Afrique australe pour intégrer la question des femmes, des jeunes, des filles
dans les plans d'urgence nationaux. Il faut donc et nous voyons que ces droits sexuels et de reproduction ne sont pas intégrés à ces plans climatiques. Et nous faisons appel à ces différents mécanismes internationaux de reconnaître le rôle central des femmes et des filles dans cette riposte au changement climatique. Il faut soutenir et maintenir leurs droits sexuels et de reproduction et les protéger des violences. Nous devons promouvoir le progrès dans ces domaines. Sinon, nous allons voir des effets totalement inacceptables sur la vie des femmes et des filles. Merci. Merci. C'était très important comme point de vue. Non seulement que les femmes et les filles devraient diriger cet ordre du jour, mais assurant que leurs besoins soient au centre de tout. Et vous avez parlé de l'importance des paquets de services minimaux au moment des crises pour assurer que la santé reproductive soit prise en compte. Maintenant, Dr. Jeanne Barry va nous parler des priorités pour l'avenir. Dr. Barry. Oui, merci beaucoup. Je ne vous entendais plus du tout. Alors, pour cette question, nous insistons, nous vraiment, vu l'ampleur du problème et vu que notre pays est vraiment sujet à ces multiples crises-là, nous insistons, nous, en première intention, vraiment sur l'implication de la société civile au niveau communautaire, à tous les niveaux, vraiment qu'il y ait un dispositif de veille communautaire qui permette le suivi des engagements, qui permette à tous les niveaux, vraiment nous insistons sur ce niveau communautaire-là, que la société civile puisse apporter sa pierre à la construction, à la préparation d'abord, que nous soyons prêts à toute situation de crise, comme je l'ai dit, nous en avons plusieurs, à la riposte et bien sûr à la résilience, comme nous le savons. Et il faut pour cela, en plus de l'implication de la société civile, qu'il y ait des politiques et pratiques organisationnelles écologiques durables. Bien sûr, les pays à haut revenu doivent fournir un soutien aux pays à faible et à moyen revenu, on ne cesse de le dire. Il faudra insister pour ces prochaines années sur la documentation des liens entre la santé sexuelle et reproductive et la crise climatique. Ce ne paraît pas évident pour nos pays quand on sait qu'en période de forte chaleur, nous avons énormément en gynéco, par exemple, un nombre plus élevé de fausses couches, d'accouchements prématurés. Il faudra vraiment plus de documentation sur cette terminologie-là. Il faudra vraiment utiliser les directives existantes pour l'harmonisation des conduites à tenir. Ça doit vraiment être multisectoriel. Tout le monde doit intervenir pour la préparation et vraiment la riposte à ces crises-là. Et il faudra également amplifier les engagements au niveau des acteurs gouvernementaux et même non gouvernementaux pour qu'ils donnent l'accès, une priorité à l'accès à la santé sexuelle et reproductive, à la planification familiale pour les femmes et les jeunes dans les situations de crise. Il faudra bien sûr combiner toutes ces stratégies avec différentes sources de financement afin de promouvoir des approches intégrées en faveur de la résilience qui se penchent encore et encore sur les liens entre la santé, les droits sexuels et reproductifs, l'urgence, les changements climatiques. C'est vraiment sur ces points-là que nous voulons insister. Merci beaucoup. Merci, Dr. Arajami. Je pense qu'une chose qui était très intéressante dans
votre engagement FP 2030, c'est que l'engagement vient du plus haut niveau où la planification familiale institutionnelle est sous la direction du président du Burkina en promouvant la coordination multisectorielle entre les ministères. Et vous parlez de briser les silos entre les parties humanitaires et développement, de la planification et de programmation. Quelles seraient certaines de ces intersections entre la résilience climatique? Merci, Divya. Je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec toutes les autres intervenantes. Je vais partager mon écran pour vous parler un peu de cette réponse. Je voulais partager cet écran des Philippines qui montre le lien entre les personnes, la santé, l'environnement et le changement climatique. Les femmes sont les plus affectées aux Philippines par ces effets. Le changement climatique affecte donc l'écosystème, le statut des femmes. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des opportunités pour atteindre la résilience au changement climatique. Il faut qu'il y ait une offre d'un paquet intégré qui prend en compte le manque d'opportunités de subsistance, le manque de services, le manque de participation des femmes à la gestion et à la gouvernance. Alors, prendre en compte ces préoccupations des femmes de façon intégrée peut améliorer la reconnaissance de leur rôle pour accomplir les résultats désirés. Et puis, donc, le résultat de la résilience pour ce qui concerne le changement climatique. Alors, sur ce que nous considérons, c'est vraiment prendre en compte les inégalités structurelles qui sont vraiment la clé pour l'avenir. Cela devrait être la priorité immédiate pour faire avancer les interventions d'égalité des SSR et donc vraiment aborder les inégalités qui sont inhérentes à nos politiques. Il faut donc qu'il y ait un cadre de justice qui est très crucial pour les solutions durables. Nous allons éliminer aussi les barrières politiques et juridiques aux droits des SSR et cela veut dire assurer l'application des lois et des politiques qui protègent l'égalité et de l'accès à l'avortement, la contraception. Il faut aussi avoir des systèmes résilients au climat qui vont fonctionner et continuer à perdurer pendant des moments de crise. Il faut qu'il y ait des systèmes solides qui desservent tous les besoins des femmes et des filles, que ce soit pour la contraception, les soins anténataux, et tout ce qui est nécessaire pour vraiment renforcer cette capacité résiliente. Il faut qu'il y ait une éducation sexuelle avec des services qui soient confidentiels, accessibles aux adolescents et aux jeunes. Le changement climatique, les politiques de réduction de risques liées au changement climatique doivent être développées de façon intersectorielle et qui prend en compte la justice sociale, une action qui comprend toute la gamme des SSR. Et il faut que toutes ces intersections soient prises en compte et ces efforts doivent être harmonisés et renforcés par des réseaux pour vraiment rehausser les synergies existantes et pour conclure, la solution à la crise climatique exige donc l'inclusion de ces questions de genre et de le fait qu'on les mette au centre. Et on ne peut pas vraiment avoir une réussite dans ce domaine sans prendre en compte ces droits. Merci. Vous avez parlé des inégalités structurelles qui comprennent les barrières politiques et juridiques. C'était une question très importante et aussi comment nous engageons avec la société civile et comment nous protégeons la société civile dans cet espace. Dr. Barry a aussi parlé de cela. Vous avez vraiment donné des points de vue très riches, mais je vais peut-être trouver quelques fils communs. Premièrement, pour ce qui concerne les priorités,
vraiment centrer les voix des filles et des femmes qui sont affectées le plus à tous les niveaux de la prise de décision, de la formulation de politique. Cela doit se réaliser d'une façon juste au niveau des droits de l'homme et la façon que nous engageons la société civile dans différentes politiques, différents programmes et comment intégrer la santé et le climat dans différentes politiques et programmes, que ce soit dans la politique de santé, comment reconnaître l'impact du changement climatique ou l'intégration du DSSR dans les stratégies d'adaptation climatique et de résilience. C'est au niveau national, mais aussi au niveau mondial, nous pouvons penser au processus au sein de l'UNFCCC. Leur plan d'action sur le genre va être revu cette année. Comment pouvons-nous nous assurer que certaines de ces questions soient intégrées comme partie de ce processus de revue ou de révision? Vous avez aussi parlé de faire en sorte que les services des SSR soient une composante clé pour renforcer les systèmes de santé résilients, et cela inclut l'accès à la planification familiale, la santé maternelle, le VIH, euh, euh, et aussi le défi au niveau du financement. Il y a des questions dans le chat à ce sujet. Nous aimerions vraiment parler de cela en plus de détails. Et finalement, vraiment briser les silos, c'est dans la bulle de santé, dans les différents ministères, vraiment essayer de trouver des façons innovatrices et renforcer le cas d'investissement. Docteur Adiko, vous avez parlé de l'importance des données. Cela va nous aider à renforcer le cas d'investissement à cet égard. Nous avons quelques minutes pour les questions-réponses et mes collègues chez FP 2030 vont m'aider à naviguer cet aspect-là. Alors, peut-être que nous pourrons parler de la question des finances et Dr. Adiko, si vous voulez y répondre. Il y a une question sur comment nous abordons les silos de financement entre le développement et l'humanitaire, ces interventions pour être sûr que l'accès au DSSR et donc les droits des filles et des femmes soient protégés, y inclut la planification familiale. Docteur Adigo, est-ce que vous voulez bien répondre? Ah, d'accord. J'entendais, docteur. Merci beaucoup. C'est crucial parce que vous savez tous que nous vivons dans un monde, il y a tant de demandes qui sont complexes, des urgences qui ont lieu. Voici pourquoi on parle de cette intégration et de l'intégration systémique. Il ne s'agit pas de faire une correspondance entre les différents éléments, mais de s'assurer que nous puissions exploiter les ressources et que nous prenions en compte les impacts d'un domaine sur un autre. Pour les filles et les femmes, donc, quand on investit dans les filles et les femmes, il y a de multiples bénéfices. Il est important que le financement ne soit pas vertical parce que nous avons des ressources, mais le défi que nous voyons, c'est que nous avons tendance à nous concentrer sur les produits en silo. Par exemple, avec la pandémie, nous avons vraiment fait une déviation de ressources vers la COVID avec certains effets négatifs. Il est important que nous soutenions les gains en continuant à investir et à prendre en compte que quoi que nous fassions soit fait de façon systématique et intégrée et transversale. Merci. Merci. Je pense qu'assurer que le financement ne soit pas vertical et la continuité d'offrir certains de ces services dans les différentes crises, cela renforce cette importance. Il y a une question sur la culture. Docteur Barry, peut-être que vous pouvez y répondre. Comment accroître la planification familiale et le DSSR aux communautés quand il y a des tabous ou des croyances culturelles assez fortes? Vous voulez que je réponde en premier? Oui. Merci. Oui, merci beaucoup. J'ai bien compris la question. Effectivement, dans notre contexte où il y a beaucoup de tabous, nous revenons encore sur la multisectorialité. Ce doit être un travail
de plusieurs secteurs, que ce soit l'éducation, le genre, la justice, les droits humains, la jeunesse et surtout la société civile pour mener ensemble un travail de plaidoyer. Plaidoyer pour un changement durable des comportements, pour un changement des normes sociales. C'est vraiment nous, à notre niveau, un tandem. Nous travaillons vraiment en tandem avec les différentes structures, les différents secteurs, surtout la société civile, pour arriver. C'est tout doux, c'est lent, le changement à la peau dure, mais nous y arrivons progressivement par de faits forts plaidoyers. Merci. Thank you, Pipou. Merci, Pipou. J'allais dire la même chose, qu'il faut cette approche multisectorielle et multiple en général. Je vais ajouter à ce que Dr. Barry a dit, au niveau communautaire, ce que nous pouvons aussi faire, c'est identifier des champions qui seraient écoutés par la communauté. Il y a de multiples façons aussi de se faire, mais aussi sensibiliser les médias et partager des informations par le biais des médias a beaucoup aidé dans beaucoup du travail que nous avons réalisé. Très bien. Il y a une question qui est dirigée à Gifty. Vous avez évoqué l'importance des données comme une des actions clés. Est-ce possible d'en dire plus sur ces données et les preuves qui sont nécessaires pour soutenir les intersections entre la justice climatique et les droits de l'homme et le DSSR? Les DSSR. Merci beaucoup. Nous parlons des données parce que nous avons beaucoup de données qui sont éparpillées par-ci et par-là, mais il faut que nous soutenions les pays pour qu'ils renforcent leurs systèmes de données nationaux et pour permettre des programmes axés sur les données. Et sans ces données, nous ne pouvons pas créer des programmes réactifs et cela exige le renforcement de ces systèmes. Nous parlons donc de recensement de façon novatrice pour vraiment étudier la prestation de services pour qu'on puisse mieux cibler nos efforts. C'est ce que l'on veut dire quand on parle d'investir dans les données et les systèmes nationaux. Nous avons des pays qui ont des données, mais qui ne sont pas désagrégées et ne sont pas très utiles. Nous voulons œuvrer avec eux pour être sûr qu'il y ait des données sur l'état de préparation. Tout cela doit avoir lieu par le développement, par ce continuum de développement humanitaire pour qu'on soit mieux préparé avec les informations pour aborder les besoins au fur et à mesure que ces besoins surgissent. Merci. Le continuum des données dans ce domaine du développement et dans le contexte humanitaire est important, mais aussi la concentration sur l'intersectionnalité et les différents liens entre les femmes et les filles. Plus de travail doit être réalisé à ce niveau pour s'assurer que les politiques et les programmes soient informés. Je pense que nous avons encore une question qui est intéressante pour tous les membres du panel. Alors, vous êtes toutes les bienvenues si vous voulez répondre. Le secteur de l'SSR prend en compte l'importance du changement climatique. Certains disent que la planification féminine ne fait pas avancer les droits parce qu'il s'agit plutôt d'une situation d'atténuation. Quelle proposition de valeur est-ce que vous partageriez pour aborder ce point de vue? Comment élargir la conversation au-delà du contrôle de la population comme stratégie d'atténuation du changement climatique? L'une quelconque d'entre vous peut bien répondre. So Divya, maybe I can start. Je vais peut-être commencer, Divya.
Il faut qu'il y ait cette compréhension que l'on doit construire et partager. L'apport à la crise climatique. Les pays en voie de développement, ce n'est pas la population qui décide la crise climatique, n'est-ce pas? Parce que ceux qui contribuent le moins aux émissions de carbone sont le plus affectés et sont le plus ciblés. Alors, ce récit doit être partagé dans un langage que tout le monde pourra comprendre et aussi partager les connaissances et les preuves, utiliser le contrôle de la population comme atténuation du changement climatique est une violation des droits sexuels et de reproduction et cela ne prend pas en compte l'autonomie de l'individu, cible les femmes et tout cela vient de ce narratif très patriarcal du contrôle. Et c'est quelque chose, à mon avis, ce récit est quelque chose qu'il faut continuer à partager dans un langage que tout le monde est en mesure de comprendre. Mais je vais m'arrêter là. J'aimerais dire, il faut que les femmes et les filles aient donc une souhaitabilité et quand c'est le cas, elles sont plus en mesure de s'adapter au changement climatique. Quand on parle de la planification familiale, on parle de questions de pouvoir et d'autonomie. Et donc, nous voulons investir dans les femmes saines et habilitées. Et quand nous le faisons, ça devient vraiment un élément clair pour renforcer la résilience et la force communautaire. C'est vraiment cela, le récit qu'il faut promouvoir. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à l'heure de conclusion. Merci aux panélistes. Nous allons maintenant passer à la prochaine section de la séance. C'est un plaisir pour moi de vous inviter à rejoindre une conversation entre Eric Bernardo, c'est le point focal de la jeunesse des Philippines, Dr. Sami Duby, qui est directrice exécutive d'AFP 2030, aussi bien que Nesrine Talbi, qui est l'experte sur la préparation pour les urgences et la riposte aux urgences. Ils vont nous parler de cette stratégie de FP 2030 pour la réponse et la riposte aux stratégies et parler des partenaires et de leur stratégie. Merci, bienvenue à cette séance en direct. Je vais demander à Dr. Sami, nous avons beaucoup appris sur l'intersection entre les DSSR, le climat et la préparation pour les urgences et la résilience grâce aux intervenants. Absolument, est-ce que la préparation pour les urgences est importante? Merci beaucoup, Eric. Merci aux intervenantes, aux panélistes qui ont vraiment jeté les bases. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde dans la salle. Il s'agit d'un sujet passionnant de multiples façons. Je pense que nous avons bien défendu l'idée donc de la préparation pour les urgences, la riposte aux urgences et le changement climatique. Les statistiques parlent de ce que nous essayons d'accomplir. Pour moi, je pense, en réflexion à la question qui a été posée dans le dernier panel, il s'agit de droits. Alors, quand on offre des soins nécessaires dans un environnement de crise à toute population affectée, là, je pense que ça nous revient à nous en tant que collectif, que nous croyons que les femmes, les personnes ont le droit à cette santé reproductive. Encore plus important, nous parlons d'un droit d'accès à la contraception parce que ce droit a trait à quand en ai-je besoin et quand est-ce que je veux avoir ce service. Rendre cela disponible dans des moments de crise est encore plus important parce que là, il y a plusieurs autres éléments qui sont au-delà du contrôle de la femme. En tant que collectif, il faut que nous fassions avancer ce droit
pour aider la situation. Donc, dans FP 2030, nous croyons vraiment que cela doit être bien intégré dans notre récit allant vers 2030. Quand nous parlons de protéger les femmes de la violence basée sur le genre, ce qui donc augmente pendant les moments de crise, cela souligne l'importance du fait qu'il y ait une disponibilité de planification familiale ou même de contraception pour les femmes qui en ont besoin. Nous avons vu au niveau des statistiques que nous vivons au niveau mondial dans toutes les régions du monde. La COVID nous l'a montré, les conflits, les guerres nous montrent l'impact qu'une crise aurait sur les droits des femmes et des filles partout. Et je pense que cet impact pour moi, au niveau mondial, affecte le bien-être des femmes. Et nous savons que si nous ne corrigeons pas notre direction, nous allons avoir encore plus de problèmes pour nous rattraper avec ces droits si nous commençons à nous récupérer de ces urgences. La pandémie souligne cela très clairement. Et donc, il faut que nous puissions planifier et il faut que nous, en tant que FP 2030, nous avons vu que les pays qui investissent dans la riposte aux urgences et dans la préparation pour les urgences sont mieux en mesure de vraiment traiter une crise parce que vous établissez cette marge, cette capacité accrue pour que vous puissiez mieux faire avec les crises. Quand vous n'êtes pas préparé, il y a des contractions économiques que nous avons vues dans plusieurs pays. Cela est pire dans les pays qui ne sont pas préparés pour des situations d'urgence. Nous savons que dans cette situation, dans cette préparation, nous avons besoin de méthodes de contraception, de prendre en compte les DSSR. En tant qu'organisation, nous avons commencé à travailler sur cette stratégie en 2018 et depuis, nous avons fait des contributions importantes à l'effort mondial pour accroître l'accès à la planification familiale pendant les crises. Et beaucoup de pays depuis, cela fait partie de leur engagement, ils incluent EPR et pour moi, ça c'est un indicateur qu'en tant que collectif, comme on nous dit dans l'UNFPA, les données qui émergent de cela devraient nous montrer la direction à prendre, où aller pour qu'on puisse en émerger renforcer et puis voir après la crise. Et finalement, Eric, je pense que ce qui est important pour nous dans notre nouvelle stratégie FP 2030, c'est de voir s'il y a d'autres acteurs avec lesquels il faut aussi communiquer. Quand nous mettons en œuvre cette stratégie, il était important pour nous, à plusieurs égards, de pouvoir voir qui n'est pas dans la salle et qui doit être aussi intégré dans cette approche. Je sais qu'il y a des acteurs du secteur privé, il y a des personnes en fait, même certaines questions liées aux conflits et au changement planétaire. Donc, c'est aussi, ces problèmes sont très liés à la corruption que nous voyons dans nos pays. Donc, si nous voulons aborder toutes ces questions et avoir des mesures de prévention, et si nous en travaillons dans cet espace, qui doit être aussi intégré dans cette collaboration? C'est ce qui est important pour FP 2030. Et si vous vous rappelez, en 2017, c'était uniquement le Libéria où on a eu un engagement APR explicite, mais entre ce temps-là et maintenant, le nombre de pays a beaucoup augmenté. Donc, on essaie de faire un effort vraiment concentré pour intégrer tous ces acteurs qui pourraient nous aider à atteindre ces objectifs beaucoup plus rapidement que si on travaillait seul. Merci, Eric. Merci, Dr. Samou. Et peut-être, est-ce que je pourrais... Et Nesrine, c'est merveilleux de vous voir. Hein? Merci. Ravi de vous voir aussi. Et en continuant ce parcours ensemble, Eric, est-ce que je pourrais continuer et continuer à parler parce que ce que je viens de dire rentre dans le cadre de notre transition et il y a beaucoup d'aspects qui ont été soulignés autour de cet aspect et l'importance et le travail FP 2030 donc a été un parcours et nous sommes fiers de lancer cette stratégie. Nous voulons continuer sur cet élan et trouver des moyens pour aborder les défis. Donc, Nesrine, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, expliquer à notre auditoire quelles sont les leçons que nous avons tirées
autour de APR et comment ceci pourrait enseigner également la stratégie FP 2030, les apprentissages qu'on a pu tirer jusqu'à là. Oui, merci, Dr. Samu. Et oui, en effet, dans le cadre de cette transition de FP 2020 à FP 2030, nous avons consulté toute une gamme de parties prenantes sur les priorités futures de FP 2030 et cette nouvelle stratégie de préparation aux urgences est vraiment alignée avec cette nouvelle architecture du partenariat et de notre focus plus large. La stratégie est axée sur 4 enseignements tirés du partenariat FP 2020. Premièrement, selon les données d'une analyse de risque pour les crises humanitaires et les catastrophes, 71% des engagements, des pays qui ont pris des engagements dans le cadre de FP 2020 sont très menacés par les catastrophes naturelles et les crises climatiques. Et donc, ils ont un niveau de risque très élevé. Cependant, on a constaté que seulement 23% ont pris des engagements qui sont plus spécifiquement axés sur les plans d'urgence. Et nous voyons maintenant de plus en plus d'engagements pris pour intégrer ces plans de réponse aux situations d'urgence dans les plans nationaux. Les efforts de plans d'urgence ont été perçus comme la responsabilité des organismes humanitaires uniquement. Mais maintenant, nous voyons qu'il y a de plus en plus d'engagements, de politiques de plans et de budgets qui sont axés sur ces plans d'urgence. Les gouvernements et les acteurs doivent être totalement préparés pour travailler avec les organisations humanitaires pour faire en sorte que ces plans d'action et de réponse aux urgences prennent en compte toutes ces stratégies. Et aussi, FP 2030 a établi un partenariat très fort avec les bailleurs de fonds, les organisations de la société civile, les gouvernements et les organisations des jeunes. Peut-être on a oublié certains autres acteurs et donc pour reconnaître les problèmes extrêmes posés par le changement climatique, FP 2030 essaie d'élargir sa base de partenariat et intégrer plus d'acteurs qui travaillent dans le domaine du changement climatique et de l'environnement et de travailler aussi avec des acteurs qui travaillent dans le domaine de l'atténuation des risques. Et finalement, selon les leçons tirées, on a aussi constaté que le cadre national de FP 2020 n'avait pas suffisamment d'indicateurs. Il faut pouvoir mieux mesurer les progrès vis-à-vis de nos engagements et aussi les plans de mise en œuvre pour pouvoir mesurer le progrès envers l'atteinte de ces objectifs. Merci, Nesrine. Et ceci est lié à ce que Gifty disait sur l'importance des données et des analyses et les leçons tirées de Burkina Faso et ce qu'on a appris en Burkina, comme expliqué par le Dr. Adjami. Et Nasrine, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour accroître l'accès à ces services pour les femmes et les filles touchées par la crise? Vous avez parlé des questions importantes, la culture de questions et de messages, le récit. Quelle est la valeur unique de cette proposition que nous pouvons souligner et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour faire en sorte que les femmes et les filles qui ont besoin d'accès au planning familial en temps de crise pourraient donc effectivement accéder à ces services? Oui, comme dans le cadre de FP 2020, pour FP 2030, nous voulions faire en sorte que l'accès au planning familial soit vraiment renforcé pour les adolescents et les jeunes. Mais ce qui est nouveau avec 2030, c'est qu'on a créé cette plateforme de collaboration avec différents acteurs dans le domaine du développement humanitaire et d'autres domaines pour travailler avec différentes organisations au niveau national et local, y compris les acteurs au niveau local, les organisations communautaires, tous ceux qui pourraient jouer un rôle pour renforcer le DSSR. Et cette stratégie de réponse aux urgences doit prendre en compte ces priorités, donc d'appuyer les nouveaux engagements et les engagements déjà pris par le gouvernement et les nouveaux partenaires. Donc, nous voulons que ce plan d'urgence soit reflété dans les engagements parce que ceci renforce également la redevabilité autour des engagements.
Aussi, nous allons fournir un assistance technique et financier aux décideurs et aux centres régionaux qui vont être bientôt établis. Cette nouvelle architecture de 2030, donc, va être mise en place. Et nous allons aussi travailler avec des acteurs comme l'UNFPA, qui est un grand acteur dans ce domaine, aussi la Fédération internationale de Planned Parenthood et aussi le partenariat de Ouagadougou. Ensuite, nous voulons engager les jeunes et d'autres partenaires de la société civile pour élaborer des programmes d'action en matière de plaidoyer, de responsabilité. On pourrait avoir les autorités au niveau national, mais aussi les acteurs au niveau local. Et nous voulons continuer à influer sur ce programme de plan d'urgence au niveau international pour faire en sorte que le planning familial soit au centre de tous ces plans aussi et que et le rôle qu'on pourrait aussi jouer pour mieux transmettre cette information aux différents bailleurs de fonds. Et aussi, dans le cadre de FP 2030, nous visons également à réduire ces silos et d'avoir un travail plus holistique avec tous les acteurs. Et finalement, au sujet des données, nous voulons intégrer des outils de mesure et d'évaluation pour pouvoir suivre les progrès, pour favoriser plus de redevabilité ou de responsabilité vis-à-vis des engagements FP, de planning familial. Et FP 2030 vise à renforcer cette connexion entre les différents acteurs et les réseaux qu'on a créés depuis le partenariat de 2020. Et comme les points focaux ont joué un rôle essentiel en matière de plaidoyer, prise d'engagement et l'adoption de processus responsables, je pense qu'il serait intéressant aussi de tirer profit davantage des expériences au niveau des pays. Et Eric, en tant que point focal des Philippines, j'aimerais vous demander, surtout un pays qui est très victime de catastrophes naturelles, comment est-ce que vous voyez cette nouvelle stratégie de FP 2030 et comment est-ce que cette stratégie pourrait vous aider à faire avancer ce travail dans votre pays? Merci, Nesrine. Je pense que la nouvelle stratégie a bien souligné les rôles des partenaires au niveau national, locaux et internationaux. Et je pense que le fait qu'on ait mis l'accent sur les femmes et les filles en situation de crise va être vraiment un aspect très essentiel. Nous avons eu un plan d'urgence depuis 2016, mais on a beaucoup de travail à faire en matière de mise en œuvre de ce plan. Les crises sont toujours traitées en silo, si vous voulez, et on doit avoir plus de collaboration entre les différents organes et acteurs. Et cette stratégie souligne le besoin d'intégrer les acteurs humanitaires et de développement. Et dans le cas des Philippines, ceci pourrait renforcer l'efficacité de notre réponse. Je pense les gens doivent aussi savoir où ils pourraient avoir accès à ces services, surtout lorsqu'ils sont déplacés ou ils doivent s'évacuer. Et pour le partenariat FP 2030, les Philippines ont pris des engagements et nous avons 2 objectifs précis qui sont intégrés dans cette stratégie. Je vais lire l'une de ces stratégies qui est axée sur l'intégration des soins de santé universels. On vise à renforcer la collaboration et la participation active d'autres agences gouvernementales impliquées dans l'économie et le développement social, ainsi que ceux qui travaillent dans le domaine de l'adaptation climatique et des plans d'urgence et des réponses aux urgences. Donc, il s'agit d'un travail interministériel pour renforcer cette stratégie. C'est ainsi que ces plans d'urgence de réponse aux urgences vont être intégrés davantage dans le plan aux Philippines. Merci, Eric. Et rapidement, est-ce que vous pourrez expliquer les points clés que vous voulez souligner pour renforcer votre plan en Philippines, aux Philippines? Je pense que les jeunes doivent jouer un rôle actif dans ces plans de réponse aux urgences, pas uniquement dans les plans d'urgence, mais aussi impliqués dans la planification et la mise en œuvre de ces plans d'urgence. Et les organisations de jeunes et la société civile doivent collaborer aussi. Les gouvernements doivent être
redevable vis-à-vis des politiques et des plans adoptés pour appuyer ces plans d'urgence et l'intégration de la SSR dans ces plans. Maintenant, j'aimerais poser la question de savoir en quoi est-ce que cette nouvelle structure régionale va aider la FP 2030 à mettre en œuvre cette nouvelle stratégie d'urgence et comment vous allez intégrer davantage les questions liées aux crises climatiques. Merci, Eric, pour cela. C'est très passionnant pour nous auprès au FP 2030 parce que en Afrique, nous savons que il y aura bientôt ces nouvelles structures qui vont être établies. On aura 5 centres régionaux et ces bureaux vont travailler sans relâche pour faire en sorte que les programmes nationaux au pays sont appuyés, les activités soient appuyées. Et dans chaque pays, on aura donc plus d'appui et ces centres régionaux vont nous permettre d'être reliés au niveau international. Et nous allons aussi pouvoir renforcer les capacités grâce à l'appui de ces centres régionaux. Et ceci pour tout le programme de FP 2030. Nous allons aussi établir un réseau fort de partenaires qui vont faire avancer les plans d'urgence et combler le fossé entre ou établir des ponts entre les acteurs du domaine humanitaire et de planning familial et de développement, et aussi pour redoubler nos efforts pour créer plus de synergie au niveau national. Encore une fois, je pense que c'est une action délibérée autour de nous. Nous faisons des efforts conscients pour être de meilleurs partenaires avec la société civile et notamment, Eric, ce qui pourrait vous intéresser, les organisations des jeunes qui pourraient nous aider à co-créer des solutions pour aborder ces défis. Et comme vous avez bien dit, les jeunes doivent faire partie de la solution et pas uniquement être des spectateurs. Et comme vous savez très bien, les jeunes sont vraiment sur les lignes de front en matière de plaidoyer, en matière de SSR, et les femmes aussi en crise ont besoin de cette communauté. Elles devraient pouvoir faire en sorte que le gouvernement soit redevable pour ses engagements. Et dans le panel, nous avons parlé de femmes et de filles comme agents de changement, comme leaders dans cette lutte. Donc, il est important pour nous, dans cette nouvelle architecture, de faire en sorte que ces partenariats soient vraiment significatifs et pas uniquement une question d'engagement, mais un vrai partenariat qui cherche à effectuer un changement mesurable, quelque chose que nous pouvions voir et mesurer et voir l'impact dans plusieurs années. Encore une fois, nous sommes reconnaissants et donc c'est vraiment d'une très haute priorité. Nous reconnaissons la menace que nous voyons autour de nous, qui est représentée par le conflit, le changement climatique, surtout pour les populations qui sont déjà vulnérables dues à des désastres et des catastrophes nationales de part et d'autre du monde et les éruptions de maladies infectieuses dans cette ère de la COVID-19. FP 2030 élargit la stratégie de riposte aux urgences pour inclure une nouvelle concentration sur la résilience au niveau du système de la santé, au niveau de la communauté, au niveau individuel. Et nous savons que ce cadre écologique ira très loin si nous pouvons programmer et définir ce que cela veut dire de façon intentionnelle dans nos différents groupes représentatifs. Mais aussi, en fait, c'est une armée qui dit avec intention qu'il faut mettre fin ou arrêter certains des effets du changement climatique que nous voyons autour de nous. Nous élargissons aussi notre base pour inclure la biodiversité, le changement climatique et d'autres sujets. Et nous faisons le plaidoyer pour l'EPR et DSSR pour les inclure dans le processus de prise d'engagement pour FP 2030. J'aimerais remercier tous les acteurs. Nous aimerions nous assurer que ceux qui ne se sont pas engagés au niveau initialement, c'était une concentration sur 69 pays, mais nous disons maintenant que tous les pays doivent être engagés. Nous aimerions donc saisir l'occasion pour remercier tous ceux qui font un effort autour des engagements qui sont inclus dans l'EPR et cela doit vraiment être pris en compte en ce moment. Il y a
il y a différents engagements, différents partenaires qui travaillent dans le domaine du climat, Margaret Pike Trust, Blue Ventures, PHE, Éthiopie Consortium. Il s'agit d'actions intentionnelles quant à ce qu'on peut contribuer pour halter ou mettre fin aux effets du changement climatique, mais aussi dans des environnements de conflits et de catastrophes liées au changement climatique. Beaucoup de nos partenaires, nos bailleurs, l'UNFPA et d'autres, l'USAID, ces organismes sont intentionnels à cet égard parce que tout le monde reconnaît l'importance de mieux programmer pour qu'on puisse créer une marge pour les moments où les conflits ou les catastrophes liées au changement climatique surgissent. Et j'aimerais aussi remercier les autres acteurs pour vraiment leurs engagements au niveau de la planification familiale, les engagements de FPS 2030 pour vraiment assurer la meilleure qualité de vie et l'accès à la planification familiale pour les femmes et les filles. Merci, Eric. Alors maintenant, pourrions-nous, je ne sais pas si Chris nous a rejoint. J'aimerais demander à FCDO, Chris Carter, de prendre la parole. Oui, il est avec nous. Merci beaucoup. À vous, Chris. J'espère que ma caméra est activée. Ah oui, je vois bien. Vous me voyez donc. Merci beaucoup. Je veux juste remercier tous les participants, tous les panélistes et l'auditoire. Il s'est agi d'une discussion vraiment merveilleuse autour de l'intersection de DSSR, la préparation pour les urgences et la résilience climatique. Il est très important d'en parler et que l'on y accorde la bonne mesure de concentration. Nous savons sans doute, sans aucun doute, que ce sont les plus pauvres, les plus vulnérables qui vont souffrir le plus du changement climatique. Et ce sont plutôt les femmes et les filles qui sont souvent celles dans ce groupe qui souffrent le plus. Aussi, dans toute crise, toute catastrophe humanitaire, toute crise durable, il y a un impact et cela augmente de loin les avortements non sûrs, les grossesses donc non sûres, les dangers pour la santé des enfants, la santé maternelle. J'accueille à bras ouverts donc cette stratégie pour les catastrophes de FP 2030. Ça a été merveilleux d'entendre vos réflexions à cet égard et nous allons vraiment nous concentrer sur ce sujet au Royaume-Uni. Pour vous parler un peu plus du Royaume-Uni, je suis le directeur adjoint pour le développement humain au Foreign Commonwealth Development Office du Royaume-Uni. Nous parlons ou nous pensons de façon très sérieuse à cela depuis longtemps. Nous avons été un bailleur majeur, un grand leader sur le DSSR et nous allons continuer à se faire. Le secrétaire des Affaires étrangères a annoncé que nous allons continuer à financer les programmes pour les filles et les femmes. Nous allons accroître en fait ce financement. Aussi, nous nous penchons et une partie de mon département se penche sur les impacts du changement climatique sur les systèmes de santé. Et nous avons un programme majeur au sein du COP26 qui s'est concentré sur ce sujet. Plus de 50 pays se sont engagés à la décarbonisation et à un système de santé neutre au niveau du carbone, mais aussi accroître la résilience dans les systèmes de santé, donc pour prendre en compte le changement climatique et les crises, surtout dans des zones où il y a beaucoup de fragilité, de conflits et de pauvreté. Nous venons de lancer un document sur la mise à fin des décès donc chez les femmes et les filles, les femmes et les enfants qui peuvent être empêchés. Et nous parlons donc de renforcer la résilience, d'intégrer la résilience dans les systèmes de santé. J'espère que vous voyez donc que le Royaume-Uni est un défenseur, mais aussi un allié de grande envergure dans cet effort. J'aimerais effleurer quelques-uns des sujets qui ont été évoqués pour qu'on y pense vraiment. Plusieurs éléments sont ressortis. Pour moi, je ne vais pas tout évoquer, mais il faut
vraiment continuer à investir. Il est très important que nous investissions dans la résilience et dans la préparation pour les urgences. Il ne s'agit pas simplement d'un ajout à la dernière minute. Il faut que nous en fassions bien plus sur l'étude de l'état de préparation et ce que nous pouvons faire pour renforcer cet état. La stratégie en fait partie. Une partie a trait aux données, comprendre ce qui se passe sur le terrain, tirer des leçons pour qu'on sache quoi faire, comment renforcer la préparation. Il y a des lacunes au niveau des preuves, mais aussi beaucoup d'apprentissage en cours que l'on peut incorporer. On a parlé du plaidoyer qu'il faut continuer à réaliser. Cette discussion en fait partie. Il faut continuer avec le plaidoyer et la redevabilité qui a été évoquée à plusieurs reprises. J'ai beaucoup apprécié la discussion des partenariats. Samy, ce que vous avez dit, les partenariats significatifs, pas simplement des gens qui se rassemblent et expriment leur accord, mais vraiment rompre les silos, comme on l'a dit, et se pencher sur l'accroissement de notre impact en travaillant de façon transsectorielle et avec des partenaires nouveaux avec lesquels on n'a pas travaillé auparavant. C'est la seule façon d'avoir un impact dans ce domaine. Certains autres éléments, FP 2030 a un rôle majeur à jouer. C'est une organisation qui atteint des milliards de personnes. Il est bien connu que le Royaume-Uni est un grand défendeur, mais nous voulons vraiment souligner l'importance de cela. Nous savons aussi que CSW 66, nous espérions de bons résultats. Les brouillons de conclusions ont de bonnes recommandations qui renforcent l'importance de DSSR et la résilience au changement climatique, la résilience aux crises. Alors, j'espère que nous allons voir cela. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Je pense qu'il faut continuer à parler de cela. Il ne s'agit pas d'une question dont on peut parler juste une fois. Ce genre d'événements doivent continuer. C'est de cette façon qu'on continue d'être redevable et d'encourager la redevabilité. C'est un effort à long terme, ce n'est pas un domaine facile, mais si nous travaillons ensemble en tant que partenaires, nous pouvons réussir. Merci. Quelle merveilleuse séance. Merci. Merci, Chris, pour vos remarques de clôture et pour le leadership du Royaume-Uni sur cet aspect. Et une bonne nouvelle pour ce qui concerne la restauration du financement pour les femmes et les filles. Je remercie tout le monde pour avoir pris le temps pour faire partie de cette séance. Merci à nous autres, FP 2030, aussi bien que l'UNFPA, l'FCDO, le gouvernement du Burkina Faso, Eric Nesrine et Women Deliver. Je veux m'arrêter en réitérant que FP 2030 accepte encore des engagements des pays, des acteurs non gouvernementaux, les bailleurs, les organisations des droits des femmes, les groupes de la jeunesse, la société civile, y inclut ceux qui sont en dehors du secteur de la santé, les groupes de l'environnement et de la biodiversité. Nous allons envoyer l'enregistrement de l'événement et les ressources partagées aujourd'hui et dans les jours à venir par mail. Passez une merveilleuse journée. Merci.